Très bien, bonjour, je suis Salim Mokadem, professeur de philosophie à l'Université de Montpellier, conférencier et puis membre technique de plusieurs équipes de laboratoires scientifiques, notamment au CNRS, au GSRL, groupe Religion, Société, Laïcité et Religion, et membre du Centre national de la recherche scientifique. Mon domaine de spécialité est la philosophie contemporaine. Aussi, j'exerce dans une faculté d'éducation en tant qu'enseignant-formateur sur toutes les problématiques de psychopédagogie, d'éthique, de programme, de formation au concours des enseignants, de formation de formateurs et de responsabilité dans des UE de master, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Voilà. Une fois ces présentations faites, je vais m'entretenir avec vous sur le thème de langage, identité et culture et m'interroger sur la question du rôle fondamental que joue la double culture dans l'identité des individus et dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'interculturalité. En effet, si on prend un peu de recul, on s'aperçoit que dans les années 60-70, lorsqu'il y avait par exemple en France des accueils d'enfants issus de l'immigration, on leur disait qu'il valait mieux être monolangue et que parler une autre langue que la langue administrative ou véhiculaire, en l'occurrence le français, pouvait être pour eux un handicap et pouvait contaminer, provoquer des troubles d'apprentissage et que donc le fait d'apprendre plusieurs langues, la plurilinguistique, était fortement handicapant dans la mesure où la maîtrise monolingue pouvait, ce qu'on pensait à l'époque, faciliter les apprentissages. Donc cet apprentissage différencié des langues, en fait, n'est pas un obstacle pour l'apprentissage d'autres disciplines que des langues. Et contrairement à ce qu'on pensait dans les années 60 à 70, le fait d'apprendre plusieurs langues en même temps, surtout pour les jeunes enfants ou pour les adolescents, est un avantage supplémentaire car cela permet de différencier l'apprentissage des langues, sachant que les langues s'apprennent de manière structurale, c'est-à-dire de façon réticulaire, en réseau, et de manière complexe et de manière dialectique et non pas analytique. Une langue ne s'apprend pas en apprenant simplement du capital lexical, des règles de grammaire, des règles de syntaxe, elle s'apprend en contexte et en situation. Et en contexte et en situation, la multiréférentialité, c'est-à-dire le fait d'avoir affaire à plusieurs types de contextes, plusieurs types de sollicitations, plusieurs types de questions et d'objets, va mobiliser de manière extrêmement plastique à la fois les connexions neuronales, mais aussi le fait que la langue est un système de signification, et comme dit Ferdinand Saussure, un système de position et de position entre signifiant et signifié, phonème et monème, etc. Donc, là, le langage en lui-même, qui est un élément essentiel, nous allons le voir tout à l'heure, pour rentrer dans la pensée et pour rentrer dans l'être, puisque le langage, c'est aussi une articulation logique du monde, une manière de désigner les choses dans le monde, ce qu'on appelle une taxinomie, c'est-à-dire une classification. Quand on parle, par exemple, quand on parle du mou, on l'oppose au dur, quand on parle d'épithètes, d'antithètes, on parle de mots qu'on oppose, donc on fait une classification à partir du langage, et on pense par le langage, on pense à travers le langage. Donc l'entrée dans le langage, c'est l'entrée dans l'être, c'est-à-dire comme Héraclite, philosophe qui disait que penser et être sont le même. Le mot langage lui-même, en grec, logos veut dire logique, système de pensée. On sait que on pense à partir du langage, et on sait très bien que, par exemple, plus on acquiert de variétés lexicales, plus on utilise des variétés de mots, plus on a un registre différencié dans l'usage du langage, plus la pensée est complexe, plus elle est dialectique, plus elle est nuancée, plus elle est fine, et plus on peut, d'une certaine manière, rentrer dans la complexité logique du système d'analyse du monde. Donc, en ce sens, la double appartenance linguistique n'est pas un handicap, bien au contraire, mais un atout,
C'est une compétence qui est recherchée, valorisée. On le voit de plus en plus dans les cursus scolaires, où l'on fait maintenant pas simplement des langues romanes, hein, français, anglais, espagnol, mais on fait coréen, comme d'autres langues asiatiques, ou d'autres langues sémitiques, arabes ou hébreux, etc. On voit que d'une certaine façon, la diversification des systèmes d'apprentissage lexicaux permet de développer des facultés de mémorisation, de schématisation, d'anticipation, et que l'entrée précoce dans la multiplicité des langues développe davantage l'intelligence cognitive et émotionnelle que si on était bloqué sur une seule langue. Alors ça, c'est un phénomène très important, qui est un acquis des sciences linguistiques, qui est un acquis en même temps psycholinguistique et sociolinguistique, à savoir que l'exercice d'une langue, c'est l'exercice de compétences variées dans le cadre d'une société donnée, d'une culture donnée et d'une autoconstitution de soi extrêmement complexe. Donc on voit bien, d'une certaine manière, le rôle fondamental que joue l'apprentissage précoce de langues différenciées, et notamment le coréen, qui est une langue tout à fait intéressante, puisque cette langue a été artificiellement créée et fondée par des créateurs, par des Coréens qui ont voulu très rapidement répondre à la question de l'illettrisme et de l'analphabétisme. Il faut savoir qu'au XVIIIe, XIXe siècle, la Corée était un pays qu'on dirait aujourd'hui très en retard par rapport aux normes occidentales. Et aujourd'hui, ce pays est le pays qui fait le plus de brevets technologiques, mais en même temps qui est un des pays les plus grands lecteurs au monde. Le Coréen lit beaucoup plus que la moyenne des pays, des lecteurs des pays industrialisés. Donc il y a eu, avec ce système linguistique d'apprentissage, sur des langues qui existaient déjà précédemment, qu'on appelait des idiolectes, une sollicitation. On peut dire que le système éducatif coréen, le système linguistique coréen, est aussi une cause, je ne dis pas la seule, mais une des causes de la réussite économique et culturelle de ce pays. On peut aussi s'interroger sur le rôle que joue l'apprentissage d'une langue sur la culture et l'identité des individus. D'abord et avant toute chose, on peut dire que d'une certaine façon, plus le langage est complexe, plus la pensée du maniement de ce langage est complexe. Autrement dit, il y a une corrélation immédiate entre penser et dire, entre dire et penser, et en même temps entre sentir, ressentir et parler ses émotions. Et d'une certaine façon, il est clair que la double culture permet une interculturalité, une intraculturalité, c'est une chose différente, et une pluriculturalité qui développe le caractère émotionnel et la sensibilité des individus. Pourquoi ? D'abord et avant toute chose, parce que ça permet de passer d'un système de valeurs à un autre. Et donc, d'une certaine façon, ça rend beaucoup plus ouvert et ça élargit le champ des références. Élargissant le champ des références, on élargit le champ des problématiques et des dilemmes que rencontre un individu. C'est-à-dire que les individus qui sont immergés dans plusieurs systèmes linguistiques ne sont pas binaires, ne raisonnent pas en termes de vrai ou faux, bien ou mal, c'est-à-dire de manière très encodée et mécanique. Ils ont un processus critique d'évaluation plus nuancé, plus diversifié des problèmes, parce qu'ils le passent à travers le tamis d'une double langue et donc d'une dialectique de pensée beaucoup plus complexe. Par ailleurs, on sait très bien, par exemple, si on prend le fait de regarder un tableau ou d'apprécier une danse ou de lire un poème, que le fait de pouvoir en parler autrement que sous la forme de la répétition, c'est-à-dire non pas simplement dire et décrire ce qui est, mais pouvoir le réinterpréter et le dire dans un autre langage, d'une autre façon, hein, ça permet d'enrichir la vision qu'on a sur le monde. Autrement dit, ça permet de se décentrer. Qu'est-ce que ça veut dire que se décentrer ? Ça veut dire sortir d'un cadre unique de référence pour passer dans un autre cadre de référence. Ça a des avantages incontestables. Ça permet notamment l'empathie, c'est-à-dire le fait de pouvoir penser ce que pense l'autre. Ça permet aussi l'allopathie, c'est-à-dire de penser comme l'autre pense. Et ça permet aussi la sympathie, c'est-à-dire de reconnaître que les valeurs des autres ne sont pas forcément nulles et non avenues parce qu'elles ne correspondent pas aux nôtres. Donc autrement dit, ça élargit la différenciation, ça promeut la tolérance
Et ça permet, d'une certaine façon aussi, de faire en sorte que le jugement soit plus référencé, plus ouvert, plus établi et plus objectif. On voit donc les avantages, certains, que la multiplicité sémantique et sémiotique, c'est-à-dire le fait de manier plus qu'une langue et ne pas être dépositaire du monolinguisme de son appartenance culturelle, on voit les avantages que ce plurilinguisme produit sur la sensibilité, sur l'émotion et sur la construction de la subjectivité des locuteurs. Par ailleurs, on peut aussi considérer que les marqueurs linguistiques sont des marqueurs qui sont des marqueurs de type identitaire. Qu'est-ce que ça veut dire être un marqueur de type identitaire? Ça veut dire que lorsque je pense le monde, lorsque je suis dans l'interaction avec l'autre, si je veux quitter simplement le cadre émotionnel, c'est-à-dire le cadre immédiat, ce qu'on appelle de manière un peu convenue le préjugé ou la première impression, je suis obligé de parler. Et souvent, quand on parle avec une personne, on se dit, tiens, je ne pensais pas que cette personne pensait cela ou était comme ça. C'est-à-dire qu'on va sortir du cadre d'une petite hallucination immédiate ou un petit préjugé sur quelqu'un pour rentrer dans une interaction. Et cette interaction, elle mobilise d'autres connaissances que les connaissances de type sensible ou de type imaginaire. On va rentrer dans un univers qu'on appelle un univers symbolique. Qu'est-ce que c'est qu'un univers symbolique? C'est un univers où justement on est capable de passer par le biais du langage, c'est-à-dire de la rationalité, d'un registre qui était un registre émotionnel, un registre émotif, à un registre qui est plutôt un registre critique, un registre de jugement, un registre intellectuel. Donc en fait, le langage, non seulement il permet de différencier le réel, non seulement il permet de construire une identité multiple, hein, et on sait qu'on va revenir sur ça, qu'un individu, c'est pas simplement un individu avec une seule identité, nous avons plusieurs identités. On n'est pas le même quand on est en situation professionnelle, on n'est pas le même quand on est en train de faire un cours comme je le fais en ce moment, on n'est pas le même quand on est dans sa vie privée, on n'est pas le même quand on est dans sa vie émotionnelle, on n'est pas le même quand on est tout seul avec soi-même, quand on est en famille, etc. Et donc l'intelligence émotionnelle qui permet de passer d'une situation à une autre est rendue beaucoup plus facile quand vous avez une palette lexicale, une palette linguistique qui vous permet de vous adapter à votre environnement. On dit souvent la coutume de dire, depuis Bergson, que l'intelligence c'est l'adaptation au réel. On peut dire que savoir parler multiples langues dans multiples situations, c'est une preuve d'intelligence aussi pratique et théorique. Mais plus largement, l'identité d'un locuteur est déterminée par la caractéristique de son niveau de langue. Dans tous les examens du monde entier, on fait des examens écrits, mais il y a un moment donné, on passe à l'oral. Que ce soit aussi pour une embauche professionnelle, on peut très bien donner une lettre de motivation, un CV, mais il y a un moment donné, on va falloir passer l'épreuve de l'oralité, celle de l'entretien, ce qu'on appelle l'entretien, ce que je suis en train de faire avec vous, d'une certaine façon, et on évalue les gens sur leur qualité de vocabulaire, leur écoute, le niveau lexical qui est le leur, le registre de leurs références, l'imagination qu'ils mettent en mouvement dans leurs analyses, leur style, l'usage des métaphores, l'usage des métonymies, etc. Bref, dans le langage, on prend des indications qui sont des indications qui sont liées à des indicateurs, et ces indicateurs sont de type sociologique, de type économique, de type psychologique, de type varié. Le premier, c'est celui, par exemple, du niveau de l'instruction. Et en ce sens, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à cela? Parce que ça nous donne, d'une certaine façon, peut-être à tort quelquefois, mais ça nous donne généralement le niveau de compétence de l'individu, de votre interlocuteur, de celui avec lequel vous parlez. C'est-à-dire que nous savons très bien, par exemple dans les études que nous faisons sur les enfants, que les enfants de classe maternelle qui acquièrent le maximum de mots rentrent en sixième avec plus d'avantages que ceux qui ont moins de mots. C'est-à-dire que l'apprentissage précoce d'une quantité de mots et de mots en situation permet un développement de la capacité d'abstraction et d'intellection du monde qui favorise la réussite scolaire. Donc on voit bien qu'il y a des effets immédiats entre le langage et l'identité. Alors je parlais tout à l'heure de l'interculturalité ou l'interculturalité et du phénomène d'empathie, de sympathie et d'allopathie.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, fondamentalement, il est clair que dans le cadre d'une rencontre avec une autre langue ou une autre culture, eh bien, cela permet, par contre-coup, pas simplement de découvrir une autre culture, mais de découvrir la sienne propre. Parce que le grand mystère, c'est que je comme est un autre, comme disait Rimbaud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est inconnu à soi-même tant qu'on ne rencontre pas un autre que soi, qui nous renvoie une autre image de soi que celle qu'on se renvoie à soi-même. C'est-à-dire que pour découvrir le monde, pour découvrir l'autre, pour se découvrir soi-même, il est nécessaire de passer par une altérité, par un autre langage, par une autre émotion, par une autre sensibilité. On a coutume de dire, de façon un peu plaisante quelquefois, les voyages forment la jeunesse. Qu'est-ce que ça veut dire, les voyages forment la jeunesse? Ou bien, il faut aller voir ailleurs que chez soi. Bon. Ça veut dire tout simplement que c'est en rencontrant la différence et la complexité du monde qu'on se connaît le mieux soi-même. Parce qu'on se met dans des situations qui sont des situations qui ne sont pas celles de confort ou d'habitude. Et il n'y a rien de plus mortel au sens fort du terme, c'est-à-dire de plus ennuyant et de plus destructeur que la répétition du même pour un être vivant, puisque la vie, par définition, est production d'altérité, d'innovation, rencontre, invention, enchevêtrement du même et de l'autre, de l'identique et du non-identique, etc. Et pour rencontrer le non-identique, pour ne pas rester chaudement, narcissiquement, égologiquement et égoïstement prisonnier de soi-même, il faut aller à la rencontre de l'autre. Et pour aller à la rencontre de l'autre, pourquoi aller à la rencontre de l'autre? Aller à la rencontre de l'autre pour revenir à soi-même, pour comprendre l'étranger que nous sommes à nous-mêmes, pour comprendre l'étrangèreté que le soi est à lui-même. Alors, sans rentrer dans l'analyse de l'inconscient psychique, auquel la psychanalyse nous a habitués, et qui n'a eu de cesse dans sa version la plus élaborée de dire que l'inconscient est structuré comme un langage, voulant dire par là qu'on ne peut pas avoir accès à soi-même si on n'est pas dans l'ordre de la langue, parce que nous sommes des êtres qui parlons. Sans rentrer dans cette complexité, on peut dire que l'individu, justement, ne peut avoir accès à la partie cachée ou obscure de soi-même que s'il parle cette partie qui n'est jamais parlée, et pour qu'elle soit parlée, il faut qu'il se mette en situation d'être parlé par l'autre et de reprendre la parole de l'autre pour la parler à son tour, et se l'approprier ou non. Autrement dit, la découverte de l'altérité nous renvoie fondamentalement en miroir à la découverte de soi-même. C'est donc un triple avantage qu'a le fait de connaître d'autres langues, un avantage de connaître d'abord, de développer sa pensée de manière cohérente, logique et rationnelle, donc de mettre de côté tout ce qui est violence, tout ce qui est contagion émotionnelle, tout ce qui est enfermement dans le préjugé et l'illusion, dans la mesure où on sort de soi par la pensée critique et la pensée articulée. Deuxième avantage, cela permet de rencontrer la complexité du réel et la complexité des cultures, donc de prendre connaissance d'autres valeurs, d'autres façons de penser le monde, d'autres façons d'agir le monde, d'autres façons d'être dans le monde. Et puis troisième avantage, cela me renvoie à moi-même, c'est-à-dire à une connaissance de soi, se connaître soi-même par le biais de l'autre qui est en moi et que me renvoie l'autre qui est à l'extérieur de moi. Et ces trois mouvements, ne serait-ce que ces trois mouvements, ils nous permettent de comprendre l'intérêt d'une pluriculturalité portée par la double culture et un double langage, le croisement des langages. Alors, je parlais tout à l'heure de pluriculturalité, interculturalité, on peut se poser la question de savoir ce que c'est que fondamentalement que la culture, et quel est le rôle que jouent justement les langues et les langages dans les cultures. Mais on peut se dire aussi la chose suivante, c'est que la différence entre un langage et un code, c'est que dans un code, tout le monde parle la même chose. Tout le monde parle le même langage. Et tout le monde ne parle pas la même langue, mais tout le monde parle le même langage, c'est-à-dire est pris dans le même système. Donc dans le fond, le fait de pouvoir user et utiliser et jouer avec sa langue et la langue de l'autre, ça permet de dénormaliser, de sortir des normes et de l'ordre du discours pour produire une émancipation de l'individu, c'est-à-dire faire en sorte que celui-ci trouve sa singularité spécifique dans ce que Noam Chomsky, un linguiste américain, appelait l'usage créatif du langage. Il voulait dire par là que nous avons tous un rapport à la langue qui est différent et singulier. Et c'est vrai que, généralement, quand les gens parlent la même langue, ça fait un effet de comique. Quand les gens parlent la même langue, on dit qu'ils parlent la langue de bois ou qu'ils ne parlent pas, etc. Et dans le rapport à la langue, il y a un usage créatif. Ça veut dire que nous y mettons du désir, nous y mettons de la singularité, de notre histoire, de l'innovation et de l'imagination. Et
Et ce point est très important, parce que cela veut dire que d'une certaine manière, nous ne pouvons pas promouvoir des cultures du sujet et des cultures de la liberté si nous ne mettons pas en jeu cette capacité à imaginer, à partir de sa propre langue, à partir de sa propre culture, à partir de sa propre identité, la possibilité de l'hétérogène, la possibilité de l'altérité, la possibilité de la rencontre complexe avec l'autre. Alors, cela nous renvoie justement à ce que c'est que la définition de la culture. Eh bien, la culture, d'abord, c'est par définition le complexe. C'est-à-dire que l'identité, on peut le dire, est un mixte de même et d'autres, et qu'on a tendance à croire que l'identité, c'est une chose fermée sur elle-même, et qu'on l'a de manière déterminée, aussi solide que nous le serions comme l'est une pierre ou un œuf refermé sur lui-même. Non, nous sommes traversés par l'altérité, nous sommes traversés par l'autre, ne serait-ce que parce que nous avons été immergés dans une société, et donc que la socialisation joue un rôle important dans le développement de l'individu, ça on n'oublie jamais. En période de confinement, on voit bien le rôle que jouent les autres dans la découverte de soi, dans l'enrichissement de soi, dans le bonheur d'être soi, dans l'innovation, qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Donc ça c'est important, phénomène de socialisation. Donc on pourrait dire une politique de la culture qui nous oblige à nous ouvrir à l'autre. Puis deuxièmement, c'est que à l'intérieur de la culture, on ne peut pas comprendre sa propre culture si on ne la repère pas, si on ne la réfère pas à d'autres, et que ce phénomène d'hétéro-référencement, hein, non pas d'auto-référencement, mais le fait de pouvoir se repérer par rapport à d'autres cultures sur ce qu'on est soi-même, nous oblige à rentrer dans un concert collectif des nations et des civilisations, et qu'il n'y a pas, comme le pensaient malencontreusement certains intellectuels, de clash ou de guerre des civilisations. Les civilisations, par définition, quand elles sont comprises ainsi, elles font l'amour ensemble, elles se marient ensemble, elles s'harmonisent, mais elles ne se contredisent pas. Il y a un clash des ignorances, par contre. Quand on ne connaît pas l'autre, on a tendance à s'opposer à lui et à voir un ennemi, un barbare, etc. Ça a été le cas pendant très longtemps entre l'homme et la femme, entre les civilisations du Sud et les civilisations du Nord, entre les gens des villes et les gens des campagnes, mais on s'aperçoit quand on a une vision un peu plus complexe que justement ces différences sont différences qui ont été construites et que ce ne sont pas des différences génétiques ou sur certains points ou des différences, ce sont des caractères acquis souvent qui opposent et qui sont les individus et qui sont essentialisés, naturalisés, rendues comme évidentes par une forme d'ignorance. C'est souvent l'ignorance qui est à la base des conflits ou des dogmatismes ou des fixations identitaires, chauvines, et qui empêchent l'ouverture à autrui. Car nous ne sommes pas nous-mêmes fermés d'une certaine façon sur nous-mêmes, et nous ne dépendons pas de nous exclusivement, mais nous sommes pétris par l'altérité, par l'autre et par le collectif. Alors pour conclure, on peut dire ceci, eh bien, et c'est le sens un petit peu du travail que fait LTI, et du sens aussi du concours qui a été mis en place par chorégraphie, de toutes les activités culturelles mises en place par chorégraphie, c'est-à-dire que ce soit l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la culture, de la danse, de la gastronomie, de la cuisine, etc., que dans son corps comme dans son esprit, la rencontre avec l'autre, qui passe par l'apprentissage des langues, doit passer aussi par l'apprentissage d'autres musiques, d'autres saveurs, d'autres façons de bouger son corps, de mouvoir son corps, de le ressentir, par ce qu'on pourrait appeler une interculturalité active. Et un des éléments pour promouvoir pédagogiquement cette interculturalité active, eh bien, c'est l'apprentissage d'une langue autre que celle que l'on parle habituellement. D'ailleurs, en général, par exemple en français, ce n'est pas parce qu'on parle le français de sa famille ou le français de sa rue ou le français de sa ville qu'on parle le français, on l'apprend à l'école, par la littérature, par les cours de français, parce qu'on sait très bien qu'il y a un français aussi comme discipline qui n'est pas le français qu'on parle chaudement près de soi. Ce qui veut dire que si nous voulons être aujourd'hui des acteurs du monde et acteurs dans la citoyenneté mondiale, il nous faut passer par l'apprentissage des langues autres et par la rencontre avec l'universelle harmonie des différences qui nous permettent de comprendre l'altérité que je suis, l'altérité qu'est le monde et l'altérité qu'est la relation à l'autre par le biais de cette rencontre avec soi dans la langue autre. Parler autrement qu'on ne parle, penser autrement qu'on ne pense, ressentir autrement qu'on ne ressent, c'est aussi ça, le travail de la civilisation.